Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Lola avait 12 ans, c'était une jeune fille sans problème et elle a vécu vendredi dernier un calvaire avant sa mort, selon les aveux de la suspecte. Une femme algérienne visée par une obligation de quitter le territoire depuis fin août. Donc, selon ses aveux, elle aurait été attirée dans l'appartement de la sœur de la suspecte, qui était dans la même résidence que ses parents. Elle aurait été forcée à prendre une douche, elle aurait été bâillonnée, abusée, asphyxiée et reçu des coups post-mortem. Son corps mutilé a été retrouvé vendredi soir dans un coffre dans l'immeuble où elle vivait, en tout cas dans la résidence où elle vivait, au cœur du 19e arrondissement de Paris. Voilà une terrible tragédie qui choque tous les Français, mais qui symbolise également tragiquement l'ensemble des renoncements de notre époque. Cette OQTF, obligation de quitter le territoire, qui n'a pas été appliquée, comme très souvent. Le silence médiatique, qui finalement a été rattrapé par les réseaux sociaux. La déresponsabilisation des criminels, toujours des déséquilibrés. L'absence de réaction politique, et j'en passe. Mais je vais surtout en parler avec Anne-Sophie Chazot. Bonjour Anne-Sophie Chazot. Oui, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes essayiste, chroniqueuse, auteur de ce livre Liberté d'inexpression des formes contemporaines de la censure aux éditions L'Artilleur. Et vous aussi, vous avez été choquée par le traitement finalement de cette affaire Lola. Écoutez, tout d'abord, je crois qu'il faut revenir sur le choc en lui-même que représente cette tragédie abominable qui nous a tous confrontés à quelque chose d'une certaine façon d'indicible. Et pourtant, on est tous d'une certaine façon un peu mitridatisés par l'accumulation d'actes de sauvagerie, de barbarie, Oui. et l'élévation du niveau de violence de la société actuelle. Je ne dirais pas que malheureusement on s'habitue, mais un petit peu quand même, par le fait. Mais là, on a tous été choqués et abattus parce que cela nous renvoie à la déchéance de civilisation dans laquelle nous nous trouvons, dans le moment où nous nous trouvons. Et puis, ça nous choque parce que ça nous renvoie aussi à notre impuissance à protéger notamment nos enfants, ce qui est normalement le but suprême, Oui. notre fonction suprême, à la fois en tant que parent, mais tout simplement en tant qu'adulte, en tant que citoyen. Donc c'est quelque chose que nous avons tous, pour peu que nous soyons quelque peu cortiqués et dotés d'un surmoi, nous a tous beaucoup choqués. Alors tous, sauf certains visiblement, c'est-à-dire que moi j'ai été particulièrement choquée, comme beaucoup d'autres, au-delà du mal absolu qu'incarne cette effroyable Nouvelle, oui. nouvelle. Voilà, c'est vraiment le combat du mal contre le bien. Moi, je fais partie des gens qui croient que le mal existe, et cet épisode en est une illustration. Mais au-delà de ça, on a pu constater que beaucoup de gens étaient, comme d'habitude, dans l'esquive, le reniement, le déni de réel. Et ça a été la double dose de choc. Si vous voulez, je repensais au slogan un peu ridicule du gouvernement pour affronter l'hiver et l'absence de stratégie énergétique. Je baisse, j'éteins, je décale. Si vous voulez, c'est un peu ce slogan qui pourrait résumer la manière dont l'exécutif et toute une partie de la bien-pensance, à la fois politique et médiatique, considèrent le réel qui le dérange. Je baisse, j'éteins, je décale. C'est exactement
ce à quoi nous avons assisté en l'occurrence. Oui, alors concrètement, parce que si on rentre dans les détails, on aurait pu attendre franchement une réaction de, pourquoi pas, de Gérald Darmanin ou pourquoi pas d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Aucune réaction du président de la République, aucune réaction de Gérald Darmanin. Alors l'entourage de Gérald Darmanin justifie, explique que non, on ne peut pas s'exprimer lorsqu'il y a une enquête en cours. Sauf que pas de chance, on en a des vingtaines des tweets de Gérald Darmanin qui condamnent à chaque fois avec la plus grande fermeté les comportements ignobles dont a été victime un tel et un tel. Et ça ne le dérangeait pas qu'une enquête soit en cours. Ça, vraiment, c'est extrêmement choquant comme réaction, enfin comme non-réaction dans la réaction, quand on connaît la quasi-pathologie et cette espèce d'addiction pathologique que Gérald Darmanin manifeste par rapport à Twitter. Je veux dire, dès que sa boulangère se coupe un ongle par mégarde, il fait un tweet pour s'indigner et se déplacer et pour condamner. Donc, si vous voulez, évidemment, ça ne tient pas. Ce que ça révèle, c'est qu'en fait, d'une part, c'est évidemment l'embarras de l'exécutif par rapport à certaines caractéristiques de ce crime sur lesquelles on va peut-être revenir, mais c'est surtout aussi quelque chose qui concerne également les médias, c'est-à-dire qu'on ne veut pas considérer qu'il s'agit d'un fait de société, on veut feindre qu'il ne s'agisse que d'un fait divers. Oui. C'est ça aussi le problème. Pour revenir juste sur la question des manifestations de tweets, d'indignation ou simplement de compassion, parce que ça existe, la compassion, quand bien même on ne voudrait y voir qu'un fait divers, on a quand même le droit de tweeter ou de faire un message à destination des citoyens pour dire à quel point on est bouleversé par quelque chose d'absolument abominable. Atroce, évidemment. Et quasiment indicible. Ça n'est pas interdit que je sache. Ce jour, on a eu droit à un tweet de Darmanin nous faisant part de ses goûts musicaux, nous disant « Précipitez-vous pour voir le spectacle de je ne sais trop qui dont je me suis évidemment... » Qu'il allait voir le soir même, empressée d'oublier le nom parce que vraiment j'étais absolument scandalisée. Et puis donc il a bien le temps de tweeter, je veux dire, donc non, mais en fait là ces goûts musicaux on s'en fichait un petit peu pour la circonstance. Et puis vous avez par contre eu le double choc produit par Emmanuel Macron. C'est-à-dire le matin, un tweet en mémoire aux victimes algériennes de la répression de 61 pendant la guerre d'Algérie. Donc, donc un hommage aux Algériens victimes. Ce qui se conçoit parfaitement au plan historique, mais pourquoi est-ce qu'il y avait un impératif pour le chef de l'État à tweeter sur ce sujet ce jour-là? Je ne sais pas, d'autant qu'on n'était pas dans une date, vous voyez, précise, par exemple, précise, pas 5, 10 ou 20 ans, voilà, là c'était... Voilà, bon, juste la date au plan annuel, on va dire. Donc, premier tweet le matin là-dessus, sur les victimes algériennes. Donc, je redis que je déplore tout à fait qu'elles aient été victimes de répression. Bien sûr, mais là n'est pas la question, c'était le sens du temps, on va dire. Ça fait 61 ans, si vous voulez, si tous les jours on se met à tweeter sur des choses graves qui se sont déroulées dans l'histoire de la France, on ne va pas s'en sortir. Non, mais il aurait même pu le tweeter plus tard dans le mois, en fait, parce que il s'agit... Faire tout faire, je veux dire, il n'y a pas, comme je l'ai dit, ces gens ils sont toujours sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur tous les canaux possibles, donc on dirait des influenceurs à force d'ailleurs, donc franchement je ne crois pas que ce soit un problème pour eux de faire des messages ou des vidéos de compassion quand une enfant de France se fait massacrer. Ensuite, rebelote caissier le soir, donc hier, avec un espèce de tweet absolument ridicule destiné à célébrer le fait que Karim Benzema ait reçu le Ballon d'Or. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui critiquent ce prix pour Benzema.
je considère que sportivement, il est amplement mérité. Mais si vous voulez, entre-temps, il y a eu toute la journée quand même, et jusqu'à sa propre femme, donc Brigitte Macron, dont on s'est demandé pourquoi est-ce qu'elle prenait la parole sur ce sujet. Mais bon, pourquoi pas, puisque son mari, visiblement, ne le faisait pas et n'était pas au Oui, courant. donc elle l'a fait en marge d'une Voilà. rencontre avec des lycéens. Bon, c'était Et pas... c'est là que je dis, on arrive dans la séquence là, je décale. C'est-à-dire qu'ensuite, on a assisté à je décale en direction de l'éducation nationale. Alors, on a eu Brigitte Macron qui, par rapport aux élèves, etc., a fait part de sa compassion, et je dois dire qu'elle l'a fait manifestement avec une réelle sincérité, sauf qu'elle n'est pas, à ma connaissance, chef de l'État. Elle n'a d'ailleurs, je le répète, institutionnellement Aucun statut. aucun statut. Donc, si ça aurait peut-être été bien qu'elle en informe son mari de cette histoire, dont toute la France parlait. Et puis, on a eu Pape Ndiaye. Alors, Pape Ndiaye, lui, il est allé dans l'établissement scolaire où il y est allé, ou en tout cas il en a parlé, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il était sur place pour dire qu'il était allé apporter son réconfort à l'équipe et aux élèves, etc. Et qu'il y avait des cellules d'écoute, des cellules d'écoute. C'est le grand truc, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la société française, et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de traiter le problème, on met des cellules d'écoute. Donc, le plus simple, ça serait de nous écouter, nous, parce que ça fait longtemps qu'on dit ce qui se passe. Mais bon, Anne-Sophie Chazot, on est en train de dépasser le temps, donc je voudrais quand même qu'on aborde un autre sujet avec vous rapidement. Juste un truc, si vous permettez, c'est qu'on met en place des cellules d'écoute dans le cadre du scolaire, comme si c'était un problème en lien quelconque avec la scolarité de cette jeune fille. Il n'y avait aucun rapport. Aucun, ça ne s'est pas passé dans... Oui, tout à fait. Il n'y a aucun rapport avec ses camarades de classe, rien du tout. Donc, on ne voit pas le rapport, en fait. Donc, on élude le réel, voilà. Voilà, et juste rapidement, parce qu'on a déjà largement dépassé notre temps, pour continuer de raconter ce réel qui a été éludé, vous l'avez dit tout à l'heure, l'embarras de l'exécutif par rapport à certaines caractéristiques. Il se trouve en effet que les 4 personnes suspectes sont des personnes algériennes, dont une qui était quand même sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire, une OQTF non respectée, donc forcément, ça ne va pas du tout dans le sens du narratif du gouvernement. Non, alors de toute façon, c'est un narratif dont on sait très bien qu'il est purement opportuniste et qu'il n'est suivi d'absolument aucune forme de réalité. Et on se doute bien aussi de l'embarras, au-delà du fait que ça contribue au sentiment qu'ont beaucoup de Français qu'il y a quand même un vrai problème de surreprésentation. Je ne dis pas du tout d'exclusivité, attention, mais de surreprésentation statistique d'une population non intégrée dans la délinquance et l'ensauvagement, on va dire la hausse du niveau de barbarie qui frappe notre société, que absolument tout le monde peut constater tous les jours, mais surtout le fait de prétendre que les OQTF vont augmenter, que les OQTF vont être mises en œuvre. C'est évidemment complètement mensonger, et ça concerne pourtant directement l'activité de Darmanin, qui aurait été donc bien de nous expliquer pourquoi cette personne se trouvait encore sur le sol national. Voilà, ça aurait pu être une attente, oui. On voit bien que tout ça, ce sont des discours suivis de rien du tout. Et j'ajoute une dernière chose, il va y avoir quand même un moment où les citoyens français vont être en mesure de mettre l'État de mettre l'État en justice puisque les mesures, la loi n'est pas mise en œuvre, si vous voulez. Tout à fait. A été prise, on devrait pouvoir considérer que l'État est responsable d'une certaine façon du meurtre abominable de cet enfant, puisque la personne qui a commis le crime
sous réserve des éléments de l'enquête en cours, mais au vu déjà de ces déclarations, n'aurait jamais dû se trouver là. Oui. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie Chazot, essayiste, chroniqueuse, auteure de Liberté d'inexpression des formes contemporaines de la censure aux éditions de l'Artilleur. Et puis nous n'avons même pas abordé encore cette question, mais bon, on y reviendra, puis on verra il tire sur ce fil également, sur le fait que le profil de la personne est encore un profil de déséquilibré. Mais on y reviendra. Merci encore Anne-Sophie Chazot. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.